Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce deuxième atelier sur la thématique donc numérisation, soins et prise en charge médicale. Donc, je rappelle juste que l'ensemble en fait de cet atelier et de ces 3 volets vise à s'interroger en fait sur la place aujourd'hui du numérique dans le domaine de la santé. Nous avons déjà pu analyser ou en tout cas réfléchir à ce qui se passait dans le domaine de la recherche la fois précédente. Nous nous intéresserons aux questions de bénéfices, de risques à la suivante, à la session suivante. Et puis pour aujourd'hui, donc, nous nous intéresserons tout particulièrement aux questions liées au déploiement du numérique dans le contexte du soin. Alors, comme on peut l'imaginer, bien sûr, dans le contexte du soin, le développement du numérique peut avoir effectivement des apports extrêmement bénéfiques pour les patients, que ça soit en termes d'accessibilité, que ça soit en termes aussi de temps passé pour les professionnels, avec le déploiement en particulier de la télémédecine. Et puis, il y a également aujourd'hui, et ce ne sera pas le cœur des présentations qui seront faites aujourd'hui, mais je pense que chacun des intervenants va y faire allusion, c'est bien évidemment aussi la place de l'intelligence artificielle dans le contexte du soin. Comment donc ces nouveaux outils numériques, y compris l'intelligence artificielle, vont contribuer à faire la médecine de demain et quel type d'enjeux soulèvent ces nouvelles pratiques et ces nouveaux outils. Pour nous parler en fait aujourd'hui de ces questions, nous recevons tout d'abord donc le docteur Pierre Simon, que je remercie infiniment de sa participation ce jour, qui est donc en ligne avec nous et à qui je donnerai la parole dans quelques minutes, qui est donc ancien président fondateur de la Société française de télémédecine, cofondateur du think tank Santé numérique et télésanté, et qui va donc nous parler de l'éthique des soins distanciels permis par la santé numérique et la télésanté, donc les aspects plus bénéfiques. Puis nous aurons, et nous le remercions en présentiel, le docteur Pierre Rumeau, qui est médecin des hôpitaux et également donc rattaché au CERPOP et à l'équipe Maintain, et qui également occupe un poste d'expert médical au sein de Santé Occitanie, et qui va nous parler là aussi donc, de son expérience en termes de e-santé et l'impact que cela peut avoir en termes de collaboration professionnelle et de soins et également de recherche participative. Donc, merci Monsieur Simon, je vous donne la parole. Je vous laisse nous dire quelques mots d'introduction. Très bien, merci de cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose, je remercie les organisateurs de cet atelier de travail de m'avoir invité. Je vous propose une réflexion sur l'éthique des soins distanciels permis par la santé numérique et la télésanté. Alors, tout d'abord, de quoi parlons-nous? Aujourd'hui, au XXIe siècle, se développe progressivement d'une sorte de médecine hybride associant des soins en distanciel et des soins en présentiel. Avant le XXIe siècle, les soins en présentiel étaient la seule façon de soigner un patient, le plus souvent atteint d'une affection aiguë. Au XXIe siècle, grâce à la santé numérique et la télésanté, nous pouvons organiser des soins en distanciel au sein d'un parcours de soins, notamment des patients atteints d'affections chroniques. Je dis d'emblée que le soin en distanciel ne peut remplacer un soin en présentiel. Il ne peut remplacer le soin en présentiel que si celui-ci est évitable. Alors, c'est un sujet très nouveau de définir un soin présentiel évitable et ça fait l'objet actuellement de travaux de recherche clinique.
Un parcours de soins au XXIe siècle alterne donc des soins en distanciel et des soins en présentiel, en particulier donc chez les patients atteints de maladies chroniques liées au vieillissement. Quels sont les outils numériques qui permettent d'organiser les soins distanciels? Je pense que vous les connaissez, ce sont les pratiques de télésanté, c'est-à-dire que, depuis, la loi la loi du 26 juillet 2019, la télémédecine a été rejoint par le télésoin et dans le code de la santé publique, on parle désormais de télésanté. Donc c'est la raison pour laquelle je parle de pratique de télésanté qui associe la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance médicale et le télésoin. Ces 4 pratiques de télésanté sont aujourd'hui financées dans le droit commun de la sécurité sociale. Il y a également les applis numériques et les dispositifs numériques, qu'on nomme les DMN, et qui sont tous aujourd'hui pilotés par l'intelligence artificielle. Enfin, il y a les logiciels qui recueillent les données de santé personnelles, mais également les données de vie réelle. C'est la particularité des soins distanciels, car nous utilisons aujourd'hui de plus en plus des logiciels qui vont saisir, avec bien sûr le consentement des patients, des données de vie réelle qui viendront enrichir les données personnelles de santé. Je prends l'exemple de Mon Espace Santé dont nous reparlerons plus tard. Pourquoi cette évolution? Tout le monde sera d'accord pour dire qu'aujourd'hui, nos systèmes de santé sont bousculés par ce que certains appellent le tsunami des maladies chroniques liées au vieillissement et à l'allongement de l'espérance de vie. Cette espérance de vie s'est allongée depuis le début du XXe siècle. Vous avez sur cette diapositive la courbe d'allègement de l'espérance de vie au XXe siècle, avec au début des années 1900 une moyenne qui était d'espérance de vie à la naissance qui était de 37 ans et demi et qui à la fin du siècle était montée à 67 ans et demi, bien sûr avec des variations selon que les pays, étaient développés ou en voie de développement. Cet, allongement de l'espérance de vie a donné lieu à ce qu'on a appelé la transition épidémiologique et qui, fonde de nouveaux besoins de santé. Alors qu'est-ce que c'est que la transition épidémiologique? C'est le constat qui est fait que, les maladies aiguës, notamment les maladies infectieuses, ont diminué au cours, du XXe siècle, en particulier dans la deuxième partie du XXe siècle et ont été remplacés progressivement avec l'allongement de l'espérance de vie par, les maladies chroniques. On pense en France, sur la base d'études épidémiologiques, que la transition entre ce que vous voyez sur cette diapositive, la courbe rouge qui correspond aux maladies, aux affections aiguës et la courbe jaune qui correspond au développement des affections chroniques, cette transition épidémiologique, ce croisement s'est fait au milieu des années 80. Ce développement des maladies chroniques, va persister tout au long de ce siècle, ce 21e siècle, comme l'atteste, cette étude, publiée par, l'ONU, en 2000, montrant qu'entre 2000 et 2050, le pourcentage de citoyens dans le monde âgés de plus de 65 ans allait, presque tripler en Europe, presque doubler en Amérique du Nord, heu doublé en Océanie, quadruplé en Asie et en Amérique latine et ainsi qu'au Proche-Orient, et même en Afrique subsaharienne, l'espérance de vie aura considérablement augmenté
en 2050. Donc, cet allongement de l'espérance de vie représenté par la proportion de personnes âgées de 65 ans, eh bien, annonce, ce développement des maladies chroniques liées au vieillissement. Et d'ailleurs, la CNAM illustre bien les dépenses de santé qu'elle doit rembourser par, la survenue de ces polypathologies chroniques et vous voyez sur cette diapositive que, l'âge est associé à, un pourcentage d'état pathologique qui a qui est, très élevé puisque à 85 ans et plus, pratiquement près de 45 des personnes, qu'ils soient des hommes ou des femmes, sont, atteints de pathologies chroniques et vous voyez qu'il y a une progression entre, les années 2012 et 2016, du moins dans la tranche des personnes, âgées de 85 ans et plus. L'OMS nous dit en 2022 qu'il y a un déficit d'au moins 16 millions de professionnels de santé dans le monde. Donc, le déficit des professionnels de santé ne touche pas uniquement la France, mais touche également l'ensemble des pays dans le monde et en particulier en Europe. Alors, dans la transformation numérique du système de santé, il faut saluer l'initiative de l'État français qui, en février 2022, a lancé ce qu'on appelle un dossier médical numérique centré sur le patient. Après, d'ailleurs, d'autres pays, je rappelle qu'aux États-Unis, ce dossier médical numérique centré sur le patient existe depuis la fin des années 90 et dans le nord de l'Europe depuis environ 2010. En France, donc, nous disposons maintenant d'un dossier médical centré sur le patient, qui est la propriété du patient et ce dossier médical est alimenté aujourd'hui, sous le mode de disons d'une obligation, est alimenté, par toutes les données de santé qui jalonnent la vie d'un patient depuis sa naissance. Et donc il y a 4 fonctionnalités de mon espace santé, pour le citoyen. Il y a le dossier médical partagé, le nouveau dossier médical partagé qui est le DMP et qui donc est alimenté désormais depuis le 1er janvier 2024 par tous les comptes rendus, qui sont faits soit dans les laboratoires d'analyse médicale, soit dans les laboratoires de radiologie, dans les établissements de santé, dans les cabinets libéraux. Tous ces, données de santé doivent rejoindre aujourd'hui le DMP de mon espace santé. Il y a comme autre service l'agenda qui vient d'être mis, en place, d'être, je dirais opérationnel il y a, quelques semaines et qui vise à rappeler, aux citoyens ces rendez-vous avec les différents professionnels de santé et c'est probablement un service très utile lorsqu'on pense au parcours de soins des patients atteints de maladies chroniques ou certaines maladies, par exemple le diabète, on a compté qu'il y a environ une quinzaine de professionnels de santé qui interviennent dans ce parcours de soins. Il y a également la messagerie sécurisée qui n'existait pas auparavant et qui permet maintenant à tout citoyen qui active mon espace santé de disposer d'une adresse mail sécurisée qu'il peut partager avec son professionnel de santé et permettre ainsi des échanges à travers cette messagerie. Et enfin, il y a le catalogue des applications numériques sont des applications numériques qui sont sélectionnées par une commission d'agrément qui reconnaît d'une part des applications numériques, qui sont conformes en matière de sécurité, de qualité, de service rendu aux patients et d'autre part, qui soient, interopérables avec, mon espace santé. Il y en a actuellement une trentaine, qui ont eu cet agrément et on pense qu'à la fin 2024, on sera autour de la centaine.
d'application. Donc voici cette présentation rapide de mon espace santé qui, retenez-le, est désormais le dossier médical numérique centré sur le patient qui se distingue du dossier professionnel informatisé dont dispose le médecin traitant. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, la télésanté permet à d'autres professionnels que les professionnels traitants d'un patient d'intervenir, et mon espace santé est certainement l'application qui va être utile pour qu'il y ait la traçabilité de tous les événements de santé qui jalonnent la vie d'un patient. Je vous propose si vous êtes intéressé par le sujet, de lire, le travail qui a été publié, en 2022, qui est une revue de la littérature internationale entre 2010 et 2021 sur, des études sur l'impact que peuvent avoir, les dossiers, patients numériques, centrés sur le patient, donc les dossiers médicaux numériques centré sur le patient. Et cette étude est intéressante parce qu'elle concerne 1 000 000, presque 1 700 000 patients atteints de maladies chroniques, atteints de diabète sucré dans presque la moitié des patients, d'affections cardio-pulmonaires pour un quart, et d'affections hématologiques et oncologiques pour un cinquième. Euh, Bon, ce sont des études dont certaines étaient contrôlées, randomisées, d'autres étaient transversales, d'autres étaient quasi expérimentales. Et ce qui est intéressant, c'est dans cette méta-analyse, hein, qui est sur plus de 80 études, voir l'impact que peut avoir un dossier numérique centré sur le patient, tant sur des résultats cliniques, et là vous avez par exemple, les crises d'asthme, lorsque le patient s'implique, dans, sa maladie, on voit qu'il y a un impact positif en vert dans 33 des cas, de même des résultats sur le contrôle de paramètres vitaux comme la tension artérielle, le body mass index, où on voit que dans 38 des cas, ces patients qui ont une surcharge de poids ou une obésité ont un impact positif sur leur santé, et cetera. Vous avez également les paramètres biologiques comme le paramètre de surveillance d'un diabète ou du cholestérol. De même que lorsque le patient a des résultats, qui sont liés à son implication directe dans, la surveillance de sa santé, vous voyez qu'il y a en vert, donc toujours des résultats tout à fait favorables. Et de même, dans l'utilisation de l'offre de soins, il y a un impact en particulier sur la prévention des maladies et sur la fréquentation des services d'urgence et les hospitalisations. Enfin, la manière dont, vivent ces patients en matière de technologie numérique, eh bien, vous voyez que, dans 100 ils sont satisfaits de ces technologies, et ils estiment que ces technologies apportent indiscutablement un impact, sur, leur propre santé. Donc, retenez quand même que le dossier centré sur le patient, que nous avons désormais en France avec Mon Espace Santé, est un progrès indiscutable dans le suivi des maladies chroniques. Alors, je vais parler maintenant de l'ère de la médecine hybride qui alterne les soins distanciels et les soins présentiels chez les patients atteints de maladies chroniques. Je ne vais pas vous faire toutes les pathologies qui illustrent ces parcours de soins hybrides. J'en ai choisi 3. Je vous je suis néphrologue, donc je vais d'abord vous parler de la maladie rénale chronique. Il est vrai que, le néphrologue sait que cette maladie rénale chronique, qui est généralement silencieuse, parvient au stade de la destruction totale du rein nécessitant la dialyse ou la transplantation, et que, à un moment donné de l'évolution de cette maladie rénale chronique,
il est nécessaire de pouvoir suivre de très près les patients. Et donc, nous disposons aujourd'hui de ces fameux soins distanciels qui n'existaient pas au XXe siècle et qui permettent de renforcer le parcours de soins par des actes combinés de télésanté, de téléconsultation, téléexpertise, télésurveillance, télésoins, par l'usage d'applis numériques dans Mon Espace Santé pour l'éducation thérapeutique, l'éducation diététique, l'automesure de la tension artérielle, très importante dans les maladies rénales chroniques, le contrôle rapproché de la glycémie chez les patients diabétiques. Et bien sûr, ces soins distanciels sont toujours alternés avec des soins présentiels, pluriprofessionnels, où interviennent le médecin traitant, les médecins spécialistes, les IPA, les IDE, les diététiciens, et ceci nécessite une gestion de nombreux rendez-vous, et nous disposons maintenant d'un outil avec MES qui permet, avec Mon Espace Santé, qui permet de gérer ces rendez-vous. De même, dans la maladie rénale chronique, lorsqu'elle est parvenue au stade de la dialyse, grâce aux technologies numériques, nous pouvons suivre à distance des patients dialysés et des patients transplantés en alternant des consultations euh, distancielles à des consultations présentielles, hein. On a la télésurveillance des traitements, des patients traités par dialyse à leur domicile, au plus proche, pour améliorer leur vie sociale. C'est le modèle de la télédialyse qui existe depuis près de 20 ans en France maintenant. Il y a la télésurveillance des patients transplantés après le 4e mois. C'est le modèle de télégreffe qui est utilisé par plusieurs CHU en France. Il y a ces téléconsultations alternées à des consultations en présentiel, également. Il y a le rôle de l'IPA spécialisé dans les maladies rénales, le rôle de l'infirmier, diplômé d'État libéral chez les patients en dialyse péritonéale au domicile, et puis donc la coopération pluriprofessionnelle grâce à la télé-expertise requise qui, comme vous le savez, a été étendue à toutes les professions de santé depuis le décret du 3 juin 2021. Parlons du parcours de soins hybrides d'un patient atteint d'une insuffisance cardiaque chronique. Là aussi, on a considérablement progressé dans cette organisation des soins, puisqu'on peut suivre à distance des patients parvenus au stade de la décompensation cardiaque après qu'ils aient justifié une hospitalisation. Donc, il y a la mise en place d'un suivi distanciel au domicile du patient pour dépister les premiers signes d'une décompensation. Il y a un rôle important des infirmières formées ou des IPA formées en cardiologie. On utilise le télésoin alterné à des soins présentiels et on utilise également de la téléconsultation alternée à des consultations présentielles. On utilise des dispositifs médicaux numériques pour recueillir les données de la télésurveillance. On utilise Mon Espace Santé et d'autres applis pour l'éducation thérapeutique, les messages de prévention, la coopération pluridisciplinaire grâce à la téléexpertise. Parlons rapidement du parcours de soins hybride d'un patient atteint d'un cancer. Euh, la télésurveillance du patient après la fin de sa chimiothérapie est très importante pour dépister les premiers signes d'une rechute. Et aujourd'hui, grâce à un dossier patient numérique centré sur le patient, hein, par exemple comme MoveCare, hein, qui a été commercialisé et qui est remboursé par l'assurance maladie, les oncologues ont la possibilité d'être informés en temps réel des données de vie réelle saisies par le patient, et ces données sont traitées par un algorithme de l'intelligence artificielle qui permet de reconnaître très précocement la rechute de la maladie cancéreuse. Enfin, vous avez les patients atteints d'un diabète qui bénéficient déjà depuis plusieurs années, disons, de solutions numériques qui leur permettent d'être acteurs de leur propre prise en charge. Je prends l'exemple de la solution Diabéo que j'ai accompagnée dans le passé, et c'était un logiciel intelligent installé sur les smartphones permettant aux patients
grâce à un algorithme auto-apprenant, disons, de mieux ajuster sa dose d'insuline au moment où il devait la réaliser. Et il était en relation avec le médecin et avec l'infirmier. Heu, c'est un outil, que l'on peut dire d'assistance thérapeutique, pour le patient. C'est un carnet de santé numérique et donc ce carnet a démontré une efficacité, avec, l'étude, TELEDIAB 1, qui a montré il y a déjà, une dizaine d'années, une réduction de l'hémoglobine glyquée, à 6 mois avec ce système chez des jeunes patients diabétiques de type 1. Manifestement, cette assistance numérique à la gestion, je dirais, de cette dose d'insuline a permis d'avoir un effet favorable très rapide, sur, le contrôle du diabète et c'est grâce aussi à l'algorithme de l'intelligence artificielle qui se trouve dans le logiciel que, on a pu, obtenir, des ajustements aussi précis de la dose d'insuline. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement rendus à un pancréas artificiel, notamment avec des algorithmes qui gèrent les pompes à insuline. Nous avons également montré dans une étude suivante, que c'était le projet Télésage, que cette assistance numérique était amplifiée par, l'intervention des infirmières ou des IPA avec, le patient et donc il ne faut pas attendre forcément tout de, l'outil numérique, hein. On parle beaucoup aujourd'hui de, disons de thérapeutique digitale. C'en est probablement une, mais, elle est encore plus performante lorsqu'elle est associée à l'intervention d'une infirmière. Pour terminer, je parlerai de, l'éthique des soins distanciels. En effet, la mise en place de ces soins distanciels, peuvent poser des problèmes éthiques et il y a en particulier la confrontation de, l'éthique médicale, hein, qui repose, le plus souvent sur le code de déontologie dont on vous parlera tout à l'heure, avec l'éthique, que doivent, respecter les industriels du numérique en santé et donc, nous allons voir les 4 grands principes éthiques, dans cette, problématique, la bienfaisance, la non-malfaisance, la justice et l'autonomie. Alors, la bienfaisance dans les soins distanciels, qu'est-ce que c'est? Il y a l'éthique médicale qui rappelle que les pratiques de la télésanté doivent prendre en compte les attentes d'une personne malade. Lorsque celle-ci est touchée d'électronisme, et on sait que c'est particulièrement fréquent chez les personnes âgées, la personne malade doit être assistée. C'est la raison pour laquelle on préconise, par exemple, la téléconsultation assistée d'une infirmière chez les personnes âgées. Et les pratiques de télésanté doivent être pertinentes et surtout validées. Et aujourd'hui, nous disposons, nous demandons aux patients, je dirais, de valider les techniques de soins numériques que nous lui demandons de suivre. Et ce sont les fameux PROMS et PREMS, hein, Patients Reported Outcome Measure et Patients Reported Experience Measure. Donc, on a aujourd'hui, véritablement la possibilité de mieux, disons cerner, l'éthique médicale des patients qui bénéficient, des soins distanciels. Mais il faut que les industriels, disons suivent cette éthique médicale. Donc il y a eu tout un travail qui a été réalisé au cours des 2 ou 3 dernières années sur l'éthique du numérique en santé dans les différents point de l'éthique en général. Donc, pour la bienfaisance, il faut que la solution technologique soit la plus bénéfique pour l'usager. Pour les données de santé, il faut que le stockage des données et l'usage des données de santé ait un rapport coût-bénéfice positif pour l'usager. Et pour l'usage des algorithmes, il faut que
l'algorithme débouche sur une action bénéfique et utile et qui délivre une information claire, fiable et compréhensible. Et vous savez qu'en France, nous avons développé le concept de la garantie humaine qui doit être respectée lorsqu'il existe, disons, l'intervention d'un algorithme dans le soin d'un patient. En ce qui concerne la non-malfaisance dans les soins distanciels, l'éthique médicale rappelle que l'information du patient doit décrire des bénéfices supérieurs aux risques. La personne malade qui a un déclin cognitif doit être respectée. La téléconsultation ou le télésoin complète la consultation ou le soin en présentiel et ne se substitue pas à la consultation présentielle. Elle doit compléter et c'est la raison pour laquelle j'insiste que les soins distanciels sont alternés à des soins présentiels. Enfin, l'environnement d'une téléconsultation ou d'un télésoin ne doit pas créer une relation, heu, médecin-patient dégradée. Et en regard, l'éthique du numérique en santé que doit respecter l'industriel, pour les pratiques, il ne doit pas fournir des outils technologiques qui rendent ces pratiques dégradées. Donc il faut une technologie fiable et de qualité. Et pour les données de santé, il doit y avoir un stockage et un usage des données qui ne nuisent pas à l'usager. Enfin, pour les algorithmes, il doit utiliser des algorithmes qui évitent à l'usager de souffrir ou de subir un préjudice. En ce qui concerne le principe d'autonomie dans les soins distanciels, l'éthique médicale rappelle qu'il y a une obligation d'informer un patient et de recueillir son consentement, une information qui donne les bénéfices et les risques des pratiques à distance. Lorsque les bénéfices l'emportent sur les risques, on parle d'un acte qui est pertinent. Si les risques l'emportent sur les bénéfices, l'acte n'est pas pertinent. Alors, l'éthique du numérique en santé en regard de cette éthique médicale, pour les pratiques, les solutions numériques qui préservent à l'usager sa capacité de penser, de décider et d'agir librement, il ne doit pas être inféodé, à quelque sorte, à l'outil numérique. Pour les données de santé, l'usager est le principal décideur de l'usage de ses propres données de santé. Je rappelle ce que nous avons dit en particulier pour les données qui sont stockées dans mon espace santé. Pour les algorithmes, un algorithme doit assurer à l'usager le contrôle sur sa vie et son environnement. Enfin, pour le principe de justice dans les soins distanciels, Heu, l'éthique médicale rappelle qu'il doit y avoir une solidarité avec les patients sur la meilleure répartition possible des moyens humains, technologiques et financiers. Ce n'est pas toujours le professionnel de santé qui a la possibilité de jouer cette solidarité, c'est également les pouvoirs publics, mais il est bon de le rappeler également, dans l'organisation professionnelle. Il faut considérer l'électronisme numérique dans l'organisation des soins distanciels et savoir que, chez les personnes âgées, notamment celles qui sont le plus touchées par les maladies chroniques, on rencontre fréquemment de l'électronisme et donc, toutes les soins distanciels doivent en priorité être assistés par un professionnel de santé. Il faut contribuer à améliorer l'accès aux soins dans les déserts médicaux. Alors, l'éthique du numérique en santé, dans cette problématique du principe de justice, c'est que pour les pratiques, il faut permettre une égalité d'accès à l'offre numérique. Pour les données de santé, il faut un stockage et un usage qui permettent une amélioration soutenable des soins. Et pour les algorithmes, il faut utiliser un algorithme qui ne génère aucun biais, aucune discrimination, aucune forme d'exclusion. Ceci rappelle que les données de santé qui doivent être traitées par un algorithme doivent être représentatives de la population qui est étudiée. En conclusion, je dirais que la télésanté, la santé connectée, l'intelligence artificielle doivent permettre des soins distanciels personnalisés au domicile. C'est la médecine hybride du 21e siècle. Et vous voyez que sur le plan médico-économique, il y a également pour les pouvoirs publics et pour l'avenir de nos systèmes de santé des gains
possible au plan financier, puisqu'il est aujourd'hui démontré que, organiser des soins distanciels permettent de réduire certains coûts liés aux soins présentiels et améliore aussi la qualité de vie des patients. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Simon, de votre présentation aujourd'hui et surtout de nous avoir rappelé finalement quelles étaient les ambitions de la télésanté d'aujourd'hui et de demain, et également quelles en étaient, je dirais, les origines et les raisons pour lesquelles on a été dans cette optique de déploiement qui répondait aussi probablement à une demande sociale et qui n'était pas uniquement en fait due au progrès technologique de l'informatique. Donc il y avait une convergence probablement en fait d'intérêts. Merci encore. Je propose maintenant à Pierre Rumeau de venir nous rejoindre. Je l'ai présenté tout à l'heure. Donc, juste pour un peu plus spécifier son propos aujourd'hui, je pense que ce que tu vas aussi essayer de faire, c'est de contextualiser, de rendre les choses un peu plus concrètes, de comment ça marche dans la vraie vie, la téléconsultation et la prise en charge à distance. Et je te remercie. Oui, donc sinon, je vais reprendre beaucoup de concepts qui ont été évoqués par le docteur Simon, mais dans deux cas pratiques que j'ai voulu essayer de faire le plus illustratif possible et permettant d'ouvrir à la discussion. Donc, au cas où il y aurait encore dans la salle des gens qui ne connaissent pas, donc j'interviens ici aujourd'hui en tant que représentant du GRAD e-Santé Occitanie à la chaire UNESCO. Et donc le GRAD e-Santé Occitanie, donc c'est un groupement d'intérêt public qui, comme son nom l'indique, est le groupement régional d'appui au déploiement de la e-santé et qui a la maîtrise d'ouvrage déléguée de l'Agence régionale de santé Occitanie-Pyrénées-Méditerranée pour l'espace numérique régional de santé. Et ça veut dire que ces missions couvrent à la fois le secteur médical, le secteur médico-social, mais aussi le secteur social. Il a aussi un rôle particulier qui est un rôle de formation et qui vient récemment de se renforcer puisqu'il est partie prenante aux 2 projets universitaires qui visent à la formation socle au numérique en santé des étudiants en santé qui sont portés dans la région Occitanie. Celui de Montpellier, donc l'école de santé numérique par l'université de Montpellier, donc qui fait ESN-BY-UM, et le projet toulousain qui est Fury Demeter. Donc je vais vous proposer un cas qui est de la médecine, tout bêtement, et puis un deuxième cas qui est de la recherche en technologie en santé. Le cas d'étude de soi, voilà, c'est ma vie de tous les jours. Donc je reçois un mail d'un confrère qui utilise l'adresse courriel d'un autre personnel de la structure dans laquelle il travaille, qui est la maison d'accueil spécialisée. Je pense même que ce premier courriel n'était pas par la messagerie sécurisée de santé. Et qui me dit, voilà, j'ai entendu dire que il y aurait peut-être possibilité de prendre en charge des patients qui ont des escarres par le collègue que j'ai remplacé, et est-ce que vous pouvez m'aider? Donc là, en gros, ça commence avec un mail, des informations, on sait qu'il y a une prise en charge, au moins je sais que a priori c'est un truc que je sais faire.
Il y avait une photo jointe. Mais quiconque a défi de reconnaître la partie anatomique où a été prise la photo. Hein. Ça peut être aussi bien le front que le bras, la jambe, la fesse. Et donc là, c'est le début de la démarche avec une demande préliminaire venant du médecin traitant vers le spécialiste. Et donc là, le camarade, je lui réponds. Et donc, mon rôle en tant que médecin qui pratique de la télémédecine, notamment dans le cadre d'une organisation, comme le disait le docteur Simon, mixte, qui est le dispositif régional d'expertise et de coordination SICAT Occitanie, qui est un de ces fameux articles 51, donc qui sont des projets exploratoires pour démontrer des efficacités de prise en charge et avoir éventuellement, si l'étude médico-économique est positive, une prise en charge par l'assurance maladie. Je lui précise les éléments dont j'ai besoin et puis je lui précise, et là aussi je reviens sur ce qu'a dit le docteur Simon, les gens que je vais avoir besoin d'avoir en face, en plus du malade, pour avoir un soin efficace. Et puis, aussi, les modalités organisationnelles. Donc, vous voyez, je lui donne le numéro de téléphone où il faut qu'il appelle. Et donc, si on reprend mon diagramme, donc, en tant que spécialiste, et là, moi, j'utilise la messagerie sécurisée de santé, toujours pour des données médicales, j'envoie ma demande au médecin traitant et puis en parallèle, je préalerte le centre de coordination. Et là, c'est très important, hein, la notion de coordination, parce qu'elle n'est pas seulement technique dans un article 51, elle est aussi soignante. C'est vraiment le parcours de soins qu'on prend en charge, qui est le dispositif régional SICAT Occitanie, donc où il y a une adresse avec une permanence aux heures ouvrables, 5 jours sur 7, toute l'année. Et là, SICAT Occitanie va faire des choses qui, moi, en tant que spécialiste, me sont transparentes, qui est de contacter la Hamas et notamment de leur mettre à disposition l'application que fournit le réseau, qui permet de garantir de la traçabilité. C'est un vrai dossier médical, hein, ce n'est pas une plateforme de télémédecine. La deuxième chose, ça garantit le secret médical. Et la troisième chose, ça garantit l'identitovigilance sur les photos. Et puis après, il n'y a plus qu'à. On fait la téléconsultation. Et donc là, moi, je suis dans mon bureau, bien installé, avec un bon son, avec un ordinateur, un écran de geek devant moi, vous savez, les grands écrans 32 pouces incurvés et tout, et puis un petit écran en plus qui est un 22 pouces. Donc un 22 pouces, voilà, vous prenez celui-là, vous faites comme ça, parce qu'il faut être bien installé pour faire du bon boulot. Hein, on ne fait pas de la consultation dans une pièce de gare, sauf si on est le SAMU, mais là, on n'a pas le choix. De la même façon, pour faire de la télémédecine, il faut un bon équipement. Et donc là, vraiment, on travaille en équipe. Et c'est très important sur ces cas complexes de voir le patient. Et donc, on voit, on examine. C'est-à-dire que ce patient-là, où j'ai mis la photo, mais vous vous en fichez, mais on l'a vraiment examiné. C'est-à-dire que j'ai dit des choses à faire au kiné, j'ai dit des choses à faire à l'infirmier, il a regardé, il m'a montré, on a regardé, j'ai posé des questions au patient, le patient m'a répondu,
le médecin m'a donné des informations sur l'histoire de la maladie. Enfin, c'est vraiment un travail de groupe. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très important, et vous le verrez après, quand on fait le compte-rendu, tout le monde est cité, depuis le spécialiste jusqu'à l'aide-soignant, parce que chacun apporte un plus à la prise en charge du patient. Et donc après, on réfléchit ensemble, et on réfléchit ensemble en fonction du contexte. C'est-à-dire que je ne suis pas comme dans mon hôpital de jour où je vais dire, tiens, on fait passer la diététicienne, on dit, il faut tel complément nutritionnel, et on fait passer l'infirmière, on regarde dans le tiroir, on prend tel pansement. Non. On fait en fonction de ce qui est possible et disponible là où se situe le patient. Et donc, une fois qu'on s'est retrouvés ensemble pour cette téléconsultation, avec tout le monde, donc quelque chose qui serait strictement impossible, que ce soit en hospitalisation ou en consultation. Jamais en hospitalisation de jour, je pourrais faire venir à la fois le médecin traitant, l'infirmière, l'ergothérapeute de la structure. En plus, là, il y en avait 2 d'ergothérapeutes, le kiné et l'aide-soignant. Je pourrais au mieux le faire venir, mais sans le patient à un autre moment. Enfin bon. Donc vraiment, c'est du soin plus la télémédecine. C'est pas du soin moins. Et donc, comme je disais, on trace la décision. Et la décision touche tout le monde. Aussi bien l'infirmier que le médecin, que le patient. Chacun a sa part dedans et sa part aussi, je dirais, dans le cursus du soin. C'est vraiment souvent, alors là on a de la chance, hein, c'était un sujet jeune qui a vu un gros accident de la route, un trauma crânien, mais qui avait quand même la capacité de participer. Chez les gens âgés, le plus souvent, ils ont la capacité de participer. Quand ils sont complètement déments, très évolués, non communicants, là, ben, ils ne participent plus. Mais sinon, aussi vraiment, dans la téléconsultation, toujours, moi, je m'attache à quelque chose, c'est toujours dire bonjour en premier au patient, même si on est en téléconsultation. Pas parler qu'à l'infirmier. Et donc, après, on récupère toutes ces données, on les transmet, par exemple, par la messagerie sécurisée de santé, parce que c'est le plus simple. Mais si, et là, le docteur Simon va hurler. Si au CHU de Toulouse, nous avions la possibilité d'accéder au DMP des patients, j'aurais pu accéder au DMP du patient pour mettre le document. Donc là, actuellement, le CHU du Toulouse envoie des comptes rendus sur le DMP du patient, mais les médecins du CHU de Toulouse ne peuvent pas regarder ce qu'il y a dans le DMP du patient. Bon, petite parenthèse de râlerie, mais voilà, c'est là. Et donc, le retour du compte rendu, derrière, va à tout le monde. C'est-à-dire qu'on respecte la loi de télémédecine. Ça va, dans le cadre de l'article 51, sur le dossier de SICAT Occitanie. Ça va, par la messagerie sécurisée de santé, sur le dossier patient de la structure qui l'accueille. Donc, ça, en l'occurrence, c'est le médecin traitant dans les masses, c'est le médecin de la masse. Et ensuite, c'est gardé dans le dossier du spécialiste. Donc, comme ça, tout le monde l'a. Donc là, vous voyez, c'était un peu l'exemple sur la télémédecine qui, je pense, et il nous le confirmera, recoupait pas mal d'informations du docteur Simon. Et là, quand même, ce qui est important, c'est ça, si vous voulez. Alors, là, c'est trop clair, on ne voit pas. Mais ça veut dire que c'était une plaie qui datait depuis quasiment 1 an, qui se fermait un peu, qui se rouvrait, qui se fermait, qui se rouvrait. Et là, grâce à cette prise en charge globale et multidisciplinaire, la plaie, on l'a complètement fermée. Et en plus, on a amélioré la qualité de la peau. Donc, elle ne va pas se rouvrir derrière. Bon, ça, on pourra en parler dans la discussion, hein, mais tout n'est pas résolu. Alors, notamment, là, on est dans une structure
C'est-à-dire, déjà, un truc tout bête. Il faut, pour qu'on puisse se connecter sur un site web, que les ports soient ouverts, même si c'est un site web sécurisé. Donc, si les ports ne sont pas ouverts, alors il y a le plus simple, rien ne passe. Personne ne se voit. Facile. Mais il y a les cas plus tordus où un coup on va se voir, un coup on va pas se voir. Il y en a qui vont avoir le son, il y en a qui vont avoir l'image. Et donc, vous voyez, vous vous posez la question, mais est-ce que c'est ma connexion qui est pas bonne? Et en fait, c'est uniquement le caractère aléatoire dans l'orientation des données vers les ports à la sortie de la, allez, on va dire ça en simplifié, de la box, de la structure. Deuxième chose, et ça vraiment, et je n'ai pas eu le temps, mais j'aurais posé la question, mais pour demander au docteur Simon ce qu'il en pensait. Les interfaces inadaptées, je vous ai expliqué comment je faisais moi. On parlait de mon espace santé, on parlait d'électronisme. Alors moi, je préfère le terme du professeur Robert Moulias de technopénie, qui est un petit peu différent, parce que pourquoi? Eh bien, si vous proposez à une personne, même de mon âge qui est presbyte, d'avoir tout sur mon espace santé sur lequel on accède essentiellement sur un téléphone portable, ben, si vous voulez voir une radio correctement sur un téléphone portable quand vous êtes presbyte, bon courage. La mauvaise connexion, oui, ça, le cas typique, ce sont les bâtiments années 80-90 qui font cage de Faraday. Donc là, le téléphone portable, il passe pas. Hein. On peut avoir l'autre version, c'est 12e siècle avec les murs très épais, même résultat. Le non-respect du secret médical, là, moi, c'est un truc qui me choque. Et j'espère que grâce à la formation initiale des étudiants en santé, ça va diminuer, mais vraiment, les gens n'en ont rien à foutre du secret professionnel. Mais ils s'en moquent, ils font n'importe quoi. C'est triste. Des fois, je me dis, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui se retrouve en prison, que ça fasse, je sais bien que ça marche pas, mais que ça fasse peur aux autres. Et après, malheureusement, le problème fondamental, c'est que quand même, pour faire de la télémédecine, il faut des gens formés et bien formés. Et actuellement, bon, on a augmenté de 50% le numerus clausus en faisant le numerus apertus. On n'a pas mis de profs en plus pour former les gens. On n'a pas donné de moyens à ceux qui les formaient pour mieux former. Donc là, les choses vont pas s'améliorer. Alors certes, quand on fait de la télémédecine, par exemple, par rapport à une équipe mobile, on gagne du temps à passer sur la route, mais il y a un moment où ça va bloquer et les solutions avec les boîtes de spécialistes hors sol qui font une seule spécialité tout le temps et dont certains sont à la limite de respecter les consignes du Conseil de l'ordre et sont prêts à ne faire que ça, voire être à l'étranger pour être tranquille. Là, c'est un vrai problème de suivi parce que vous avez un patient à distance qui est en train de clapoter, qui fait un gros infarctus. Soit vous êtes le SAMU, vous pouvez envoyer quelqu'un et là, c'est très bien. Soit vous n'êtes pas le SAMU et vous le regardez clapoter. C'est embêtant. Néanmoins, c'est bien. Alors, le deuxième cas que je souhaitais vous proposer, c'est un cas qui est de la recherche en technologie pour la santé, qui est le projet Adam. Donc là, vous voyez, j'ai mis tout le monde. Il y a plein de Toulousains. Il y a Jean Jaurès, il y a le CNRS, il y a l'IRIT, il y a les hôpitaux de Toulouse. Là, pour une fois, il n'y a pas l'INSERM, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Et puis, il y a la région Occitanie, quand même, parce que ce projet a été financé par la région Occitanie
hors appel d'offres. C'est-à-dire on leur a proposé, ils l'ont trouvé intéressant, ils l'ont financé. Donc c'était des fonds de tiroir, mais ça montre une volonté quand même qui est importante. Et puis j'ai mis au milieu, très important, l'association Âge sans frontières. Et donc l'association Âge sans frontières qui a quand même financé la moitié du projet, c'est une association tarnaise qui a développé notamment des habitats partagés. Et donc, une maison partagée, qu'est-ce que c'est? C'est une maison au milieu d'un village, près des commerces, près de la vie, dans laquelle on a chambre et salle de bain personnelle, donc l'intime, je dirais, et puis des grands salons, salle à manger, jardin, en commun. Et attention, c'est pas une résidence-service. La résidence-service, c'est le Club Med pour vieux. La maison partagée, je dirais, c'est peut-être plus la CTU pour vieux. Parce que les gens, ils sont là, mais ça repose sur leur investissement. C'est-à-dire que c'est eux qui préparent les repas, c'est eux qui font le ménage, c'est eux qui organisent. Alors, de façon aidée, parce qu'il ne faut pas tomber non plus dans les Baba Yaga qui s'étaient foutus sur la figure dans les 5 années et tout avait claqué. Hein. Il y a alors qu'on appelle des gouvernantes ou accompagnatrices, alors ça a varié, mais en gros, et d'ailleurs des fois c'est des messieurs, qui sont là pour les accompagner et pour permettre aussi l'intervention de tous les services, notamment en santé, qui sont accessibles aux personnes vivant à domicile. C'est-à-dire permettre l'aide ménagère, permettre l'infirmière libérale, faire venir le médecin traitant. Donc. Et donc, alors, vous vous rendez bien compte que cette idée est géniale. Elle est géniale et c'est plus qu'une idée parce que maintenant, ça va faire pas loin d'une vingtaine d'années que ça fonctionne. Et ça a été porté par Josette Ancilotto, donc qui a été infirmière, puis cadre de santé, puis directrice d'EHPAD, et qui a la spécificité d'avoir un master en ingénierie sociale de l'Université de Provence. Donc, qui est quelqu'un costaud, quoi. Et donc, nous avons monté un projet, et ce projet, dans un premier stade exploratoire, était de recueillir des données d'activité qui nous permettent de décrire le mode de vie des personnes en habitat partagé et éventuellement de détecter soit des épisodes critiques, on verra après quel type, soit des évolutions lentes. Donc le projet, c'est assez classique. Hein. Il y a eu une phase de... Alors, je vous passe la rédaction du projet, le dépôt. Oh, ça y est, j'ai oublié. Alors, là, c'était pas CCPP. CPP, c'était le... oui, voilà, au CER de Paul Sabatier. Donc, on a fait, une fois qu'on a fait tout ça, on a fait une première phase qui était la pré-inclusion. Donc la pré-inclusion, le choix qu'on a fait, c'est que la proposition de participer était faite par les gens de l'association, pas par nous en tant que chercheurs. Donc des gens que les habitantes et habitants connaissaient déjà, avec qui ils avaient une certaine liberté de parole. La deuxième phase, ça a été, nous nous sommes déplacés en tant que chercheurs sur place. Et nous leur avons présenté le projet, le protocole, et nous leur avons demandé leur consentement. Donc en gros, présenter le projet, le protocole, après c'est 1 heure de questions. Mais c'est pas grave.
On n'est pas là pour leur imposer des trucs. Sur ce type de recherche où la collaboration des intéressés est vraiment très importante, c'est presque des chercheurs comme nous, c'est pas des cobayes. Donc il est vraiment très important qu'ils sachent à quoi ils s'engagent et qu'ils y soient vraiment d'accord. Parce que l'information, c'est eux qui l'ont. Ensuite, on a fait le recueil des données de départ. Donc les données de départ, hein, c'est le classique. C'est homme, femme, le handicap. On n'a pas voulu aller dans la maladie. Par contre, on a fait les échelles d'autonomie. On a fait ADL, IADL. Et puis, on a fait l'usage des technologies qu'ils avaient. Et une fois qu'on a fait ça, ben, on a déployé. Donc, déployé, là, vous voyez, vous avez le plan de l'habitat partagé. Donc, 2 fois 6 chambres, des structures communes au milieu. Et l'objectif, c'était d'avoir des capteurs bas coût, d'entretien aisé, le moins intrusif possible, et derrière, d'avoir des données qui soient nativement anonymes. C'est-à-dire qu'en gros, alors c'est de la pseudonymisation, parce qu'on a quand même, nous, des codes qui ont été attribués aléatoirement aux chambres, qui ne sont pas les numéros des chambres, mais en face duquel on a le nom de la personne qui est dedans. Enfin, on a le nom de la chambre, hein, ou de la pièce. Sinon, on ne peut rien interpréter. C'est sûr que c'est compliqué. Et puis, quand on transfère les données, donc les données sont gardées sur un serveur sécurisé à l'IRIT, et les données qu'on transfère, ce sont des données alphanumériques, où, en gros, quelqu'un qui les intercepterait ne peut strictement rien en faire. Le seul moyen d'en faire quelque chose, ça serait, un, de rentrer sur le serveur de l'IRIT, et 2, en plus, d'avoir la clé d'anonymat. Donc, en gros, c'est impossible. Par contre, on a des systèmes qu'on est en train de réfléchir, ce n'est pas encore fait, mais de possibilités de retour. Parce qu'on a le code, c'est entre guillemets, c'est tracé. Il y a un traceur. Donc, on peut, par exemple, Madame Machin, ben, on peut lui mettre à disposition ces données à elle. Donc, on a des capteurs porte ouverte, porte fermée. On a Alexa. Alors, ça, c'est celui qui a été le plus compliqué sur la télévision. On a des capteurs infrarouges passifs. Vous voyez, c'est comme ça clique quand. C'est comme, vous savez, le truc pour allumer les lumières des garages. Donc, c'est présent, absent, présent, absent. Et on ne sait pas qui c'est. Et on a des micros. Donc, ça, c'est des Jabra. Alors, là, il faut que je précise. Le traitement de la donnée se fait sur place. Et c'est une fenêtre glissante. C'est-à-dire que l'information qui est donnée, c'est une classe de bruit. Donc, il y a 8 classes possibles, c'est eau qui coule, tout, objet qui tombe, voilà. Et en fait, le traitement par intelligence artificielle qui permet de rapprocher dans l'une de ces classes se fait localement. Donc, aucune donnée ne sort qui soit des données enregistrées, et la donnée qui est enregistrée, là, elle est détruite toutes les 10 secondes. À peu près, je vous le dis un peu à vue de nez, mais c'est de ce niveau-là. Double raison, sécurité, mais aussi économie. Plus la donnée transmise est petite, plus le coût carbone est faible.
mais aussi le coût euro. Et on est chez des gens qui sont en habitat partagé, aussi parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer 15 personnes pour les aider à domicile. Donc, on met en fonctionnement et à mi-chemin, au bout de 6 mois, on fait un focus group. Donc, le focus group avec des personnes avec des troubles cognitifs, c'est un peu spécifique. Parce qu'au début, on a dit ils sont autonomes. Oui, ils sont autonomes quand ils sont en groupe. Mais quand on les prend individuellement, il y en a certains qui avaient des troubles cognitifs et qui auraient pu être en maison de retraite. Et donc, en gros, c'était être sûr qu'ils le supportaient bien, que ça ne les embêtait pas, et notamment suite à ce suivi, par exemple, il y avait une lumière sur le micro qui les gênait. Donc, on a masqué la lumière sur le micro, tout bêtement. Et voir un peu comment ça a évolué. Et puis, on a fait un deuxième focus group en fin d'études pour recueillir leurs avis. Et là, peut-être encore plus d'insister sur de nouvelles demandes qui seraient éventuellement apparues. Et après, ce deuxième focus group, on a traité nos résultats, on a traité les résultats du focus group, et puis on a fait quelque chose qui, à mon avis, est très important, c'est ce que j'ai appelé le comité paritaire de pilotage. Et c'est à ce moment-là qu'on rentre vraiment. Déjà, c'était participatif parce que sans vous voyez, le cahier de suivi, le cahier de suivi, c'est eux qui nous disaient je suis tombé, j'ai été malade, on a fait telle activité. Donc, si on ne pouvait pas annoter les données, on ne pouvait pas interpréter. C'est l'un des principes de base dans l'intelligence artificielle. Et donc, déjà, le seul fait qu'on ait eu des résultats, c'était la preuve que les gens avaient participé volontairement. Mais derrière, on voulait aller plus loin. Et donc, on a voulu que ça ne soit pas que nous, chercheurs, ou que l'association qui décide, on continue. Et donc, c'est la conclusion un petit peu de ce travail, c'est qu'on a mis en œuvre une suite du projet, notamment parce que les personnes, alors ça je vous le fais rapide, ont été victimes de chutes, et de chutes pendant la nuit. Donc elles ont demandé à ce qu'on développe un moyen d'appeler au secours, mais pas d'appeler au secours les pompiers, d'appeler au secours d'abord la voisine. Mais derrière, ça voulait dire aussi qu'il ne fallait pas que ça retarde les secours des pompiers. Donc, si la voisine ne pouvait pas répondre immédiatement, qu'on puisse tout de suite faire le 112. Et donc ça, suite à ce projet, à cette réunion paritaire, donc avec à la fois l'association, les chercheurs et les familles et les résidents, pour laquelle on a fait un compte-rendu qui a été présenté derrière à l'ensemble des résidents, qui eux, des résidents d'ailleurs, je devrais dire les habitants, qui eux ont dit « Ok, c'est bon », on a continué, on a eu un financement par Groupama, et après, il y a eu des aventures parce que ce type de recherche, quand on travaille beaucoup avec des associations, dans les associations, des fois, le président change, il y a des bisbilles, voilà. Donc, on a pris un peu de retard, mais ça continue. Merci beaucoup Pierre pour cette présentation. Alors vraiment, je pense que c'était aussi très important, en tout cas pour ceux qui sont ici et ceux qui sont en ligne, de voir concrètement de quoi on parle, et d'essayer de comprendre quels sont les dispositifs qui peuvent potentiellement être mis en place, mais aussi quels en sont d'une part
probablement les bénéfices, et tu as bien montré qu'elles pouvaient peut-être, dans les deux cas d'ailleurs, vraiment les opportunités que ça pouvait créer, etc., mais aussi les risques ou les choses sur lesquelles il faut continuer à travailler. Donc ça montre bien que le numérique ne résout pas tout, que ce n'est pas parce que c'est technologique que tout va aller beaucoup mieux dans nos vies et dans la vie de nos aînés en particulier. Non, on comprend bien que quand même il y a tout un tas de choses aussi qu'il faut accompagner ces technologies pour être sûr qu'elles deviennent performantes et utiles. Et on remercie infiniment Pierre Humeau pour cette présentation. On arrive à la fin de cet atelier. Je voulais vraiment remercier nos intervenants aujourd'hui. Je crois qu'on a vraiment mesuré le chemin qu'on a déjà parcouru quand même, parce qu'on a fait plein de choses. Ça, Simon nous l'a bien expliqué. On a développé des outils, on a développé des choses. Le chemin qu'il reste à parcourir. Donc là aussi, je crois qu'on est assez d'accord sur ce qui reste à faire, et aussi, je pense, une mobilisation interdisciplinaire me paraît toutefois quand même aussi intéressante et importante. On voit bien qu'il faut qu'on en discute et à plusieurs voix, et que c'est comme ça que probablement on arrivera à lever un certain nombre de freins. Et je remercie aussi donc tous les participants qui sont aujourd'hui ici dans la salle et en ligne. Et je vous donne rendez-vous donc pour le dernier volet qui sera santé numérique, émancipation ou aliénation. Donc là, on sera dans une dimension encore un peu plus critique que ce qu'on a pu avoir jusqu'à aujourd'hui. Et en gros, on essaiera de se frayer un chemin entre les deux probablement. Voilà. Merci à tous et à toutes.